Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 19 novembre à la une de l'actualité. En vertu du remaniement ministériel opéré hier par le président de la République, les nouveaux ministres ont pris leurs fonctions. Retour sur les cérémonies de passation de consignes dans quelques instants. Nous ferons le point ce soir dans ce journal sur les travaux d'extension du port de Djenjen qui peut désormais accueillir les plus importants navires de transport de marchandises. Le but, en faire un hub méditerranéen en portail vers l'Afrique. Santé, gros plan sur le cancer de la prostate, une maladie grave qui touche beaucoup d'hommes. Le dépistage à partir de 40 ans est primordial et multiplie les chances de guérison. Reportage tout à l'heure. À l'étranger, à Gaza, la machine sioniste mène une guerre contre les enfants, première victime des attaques et des massacres, mais aussi la famine que l'entité sioniste utilise comme une arme contre les Palestiniens. Nous ferons le point dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, en vertu d'un décret présidentiel, le Premier ministre Nadel Arbaoui a été reconduit par le président de la République à la tête du gouvernement. Le nouvel exécutif a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels et la nomination de compétences nationales. Les détails par Yamina Saïchi. Le président de la République a renouvelé sa confiance au Premier ministre Nadel Arbaoui en maintenant certains noms au ministère régalien. Ce remaniement a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels, outre la nomination de nouvelles compétences nationales en qualité de ministre, ministre délégué et secrétaire d'État, tout en décidant de nommer le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Les ministres des Affaires étrangères, de l'Énergie, de l'Intérieur et des Finances conservent leurs fonctions. Le nouveau gouvernement a vu la nomination de Lotfi Boudjma, ancien procureur général près la Cour d'Alger, ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de Abdelrachid Tabbi, appelé à d'autres fonctions. Des changements notables ont été opérés dans des secteurs stratégiques considérés comme essentiels pour relancer l'économie nationale. Parmi les nouvelles figures du gouvernement, Sifir Riyeb, à la tête du secteur de l'industrie, assisté par Fouad Hadji, ministre délégué chargé de la production pharmaceutique. Nordin Oudah est nommé ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Le ministère du Commerce sera désormais dirigé par deux portefeuilles, Mohamed Boukhari en qualité de ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, tandis que Taïeb Zitouni reste ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Le nouveau gouvernement intègre également des walis de la République, Saïd Sayoud, ministre des Transports, et Houria Mdahi, nommé ministre du Tourisme et des métiers de l'artisanat. D'autres personnalités issues d'organisations et institutions publiques rejoignent le palais du gouvernement, comme Mohamed Sgher Saadawi, ministre de l'Éducation nationale, et Mohamed Meziane, qui a été nommé ministre de la Communication. Sid Ali Zarrouqi, ministre de la Poste et des Télécommunications, Nadjiba Djilali, ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, Mustafa Hidawi, qui a été nommé ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, outre Walid Saadi, nommé ministre des Sports, et Zoher Balalou, ministre de la Culture et des Arts. Des ministères délégués ont également été créés pour renforcer certains secteurs stratégiques. À ce titre, Sofiane Chayeb a été nommée secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargée de la communauté nationale à l'étranger, tandis que Selma Barta Mansouri devient secrétaire d'État chargée des affaires africaines. Karima Tafer a été nommée secrétaire d'État chargée des mines et Noreddin Yessa, secrétaire d'État chargé des énergies renouvelables. Le remaniement a vu des réaffectations notables, notamment Yassine El Mehdi Walid, transféré au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Kautar Kriko, désormais ministre des Relations avec le Parlement. Soraya Mouloudji a été nommée ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. En revanche, certains ministres conservent leur portefeuille, comme ceux de l'habitat, de l'agriculture et du développement rural, de la pêche et des travaux publics et des ressources en eau, de l'enseignement supérieur
extérieur et de la recherche scientifique, de la santé, de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi que des moudjahidines et des ayants droit, et des affaires religieuses et des waqf. Ces changements allient expérience et jeunesse, intégrant des cadres compétents pour traiter les dossiers prioritaires. Le président de la République mise sur la performance pour relever les défis socio-économiques du pays. Et les nouveaux ministres nommés par le président de la République, Ahmed Tebboune, ont pris leurs fonctions ce mardi. Une série de passations de consignes a eu lieu à l'occasion. Résumé par Yasmine Massoudi. Suite au remaniement ministériel opéré par le président de la République, les cérémonies de passation de pouvoir ont eu lieu aujourd'hui pour les secteurs concernés. Ahmed Attaf a pris ses fonctions de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, président par la même occasion. La cérémonie d'installation de Selma Barta Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, et de Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Mohamed Al-Qab a officiellement pris ses fonctions de ministre d'État, ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables et présidé la cérémonie d'installation du secrétaire d'État auprès du ministre de l'énergie chargé des énergies renouvelables, Nordin Yassa, et de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'énergie chargé des mines, Karima Tafer. Lotfi Boudjema'a a pris ses fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Idem pour Youssef Sharfa à la tête du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, après rattachement du secteur de la pêche au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Sifi Grib a pris ses fonctions de ministre de l'Industrie. Fouad Hadji a pour sa part été installé en tant que ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique. Sid Ali Zerouki a également pris ses fonctions à la tête du ministère de la Poste et des Télécommunications. Idem pour Nordin Wadah à la tête du ministère de l'Économie, de la Connaissance, des Startups et des micro-entreprises. Kauter Krikou a pour sa part pris ses fonctions de ministre des Relations avec le Parlement. Et Mohamed Boukhari à la tête du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations. De même que Tayeb Zitouni à la tête du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Saïd Saïoud a pour sa part pris ses fonctions à la tête du ministère des Transports, ainsi que Mohamed Sghir Saadawi à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Yassine El Mahdi Walid a pris ses fonctions de ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, de même que Zoher Balallo à la tête du ministère de la Culture et des Arts. Mohamed Mezian a pris ses fonctions à la tête du ministère de la Communication, de même que Soraya Mouloudji à la tête du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Houriya Meddahi à la tête du ministère du Tourisme et des métiers de l'artisanat, Walid Sadi à la tête du ministère des Sports et Mustafa Hidawi en tant que ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse. Nedjiba Djilali a quant à elle pris ses fonctions à la tête du ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie. Le ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu Marie-Antoinette Rose-Quater, la directrice exécutive du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La rencontre a eu lieu en présence de la secrétaire d'État chargée des Affaires africaines, Selma Barta Mansouri. Ahmed Attaf a reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Tunisiens à l'étranger de la République de Tunisie, Mohamed Ali El Nafti. À cette occasion, les deux parties ont affirmé leur détermination commune à poursuivre les actions et les efforts visant à promouvoir les relations fraternelles et la coopération entre les deux pays frères en concrétisation des hautes directives des dirigeants des deux pays, le président Ahmed Tebboune et son frère Kais Saïd. On fait le point sur les travaux d'extension du port de Djendjen à Djidjel, l'un des plus importants du pays. Il bénéficie d'une remise à niveau et un agrandissement qui devrait en faire un véritable hub méditerranéen, un portail vers l'Afrique également. Le port peut désormais accueillir les plus importants navires de transport de marchandises. Abdelrahim Chamaouni, Yamina Saïd. Le port de Djendjen, plus grand port d'Algérie, se prépare à devenir un centre névralgique du commerce extérieur grâce à un ambitieux plan d'extension et de modernisation.
Ce projet prévoit l'aménagement d'espaces supplémentaires pour accueillir les cargaisons des navires, la construction de nouveaux quais, ainsi que le lancement d'une zone franche destinée à l'exportation des produits nationaux. Un projet stratégique qui vise non seulement à renforcer la compétitivité du port, mais aussi à promouvoir l'exportation hors hydrocarbures. Dans le cadre de l'expansion du port de Djenjen, un appel d'offres a été lancé pour sélectionner le bureau d'études qui sera chargé de la conception et de la réalisation du quai minéralier, ainsi que le projet d'extension ordonné par le président de la République qui s'étendra sur une superficie de plus de 350 hectares, avec des quais d'une longueur dépassant les 3,2 km et une profondeur de 20 mètres. Ce projet vise à renforcer la capacité du port et à améliorer sa compétitivité. Le troisième projet concerne la préparation et le lancement d'une zone franche prévue sur une superficie initiale d'au moins 1400 hectares avec une extension pouvant atteindre à terme 4 à 5000 hectares. Grâce à la mise en service de la première phase du projet, qui comprend un quai de 320 mètres de long, le port de Djenjen peut désormais accueillir des navires de grande capacité, notamment ceux destinés au terminal à conteneurs. Le port pouvait traiter un navire à la fois. Cependant, avec la mise en service du nouveau quai, il peut désormais traiter jusqu'à 3 navires simultanément, et ce, dans des délais très courts. En attendant l'achèvement des 2 autres quais, la longueur totale atteindra plus de 1800 mètres, avec une profondeur de 17 mètres. La réhabilitation et la modernisation du port de Djenjen et d'autres infrastructures portuaires en Algérie permettra de réduire les coûts logistiques pour les acteurs du commerce et de l'exportation, tout en renforçant l'économie nationale. Réunion de concertation entre l'Agence de promotion de l'investissement et le Conseil du renouveau économique algérien. La API, qui a enregistré près de 10 000 investissements, vise à atteindre les 20 000 projets durant les 2 années à venir, et ce en travaillant en étroite collaboration avec plusieurs secteurs. Le compte rendu de Saïd Maïf. Améliorer le climat des investissements et réunir toutes les conditions appropriées pour la concrétisation des projets est une nécessité absolue afin de répondre aux ambitions économiques définies par les hautes autorités du pays, notamment l'objectif relatif à la réalisation de 20 000 projets d'investissement d'ici 2026. Pour l'Agence algérienne de promotion de l'investissement API, cet objectif est réalisable, d'autant que ses résultats sont concluants, acquis en seulement 2 années du lancement de son activité. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à réaliser cet objectif de 20 000 projets d'investissement et peut-être même avant les délais impartis, à condition que tout un chacun joue le rôle qui lui incombe. Je reste optimiste car en 2 années d'existence, l'API a pu enregistrer 10 496 projets d'investissement avec un coût global de 4 339 milliards de dinars. Une fois les projets mis en exploitation, pas moins de 258 000 postes d'emploi directs seront créés. Les assiettes foncières et les exportations hors hydrocarbures demeurent incontestablement un défi majeur à relever afin de parvenir aux résultats escomptés. Le nombre d'assiettes qui sont mises sur la plateforme, elles sont beaucoup moins par rapport aux attentes des opérateurs économiques. Donc le besoin il est beaucoup plus important. C'est pour ça qu'en fin de compte, vous allez voir à chaque fois qu'il y a une attribution de terrain, vous allez avoir, il y a des recours derrière. Parce que Nas Madabi, des terrains, il n'y a pas assez de terrain. Mais je pense que ce problème-là sera pris il est pris en considération, qui sera pris en charge. Et on va essayer d'avoir assez de foncier industriel pour répondre aux 20 000, création de 20 000. Donc M. Rekash a annoncé que nous demandons à peu près, il faudra dégager plus de 40 000 hectares. Nous avons demandé près de 50 000 hectares parce qu'il y a des projets aussi d'extension qu'il faudra prendre en considération. Une fois on met sur la table les questions
les questions relatives à l'amélioration du climat des affaires. Et aujourd'hui, on est là pour discuter les prérequis nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par M. le Président de la République, particulièrement ceux liés à la concrétisation effective de 20 000 projets d'investissement. La rencontre de concertation entre l'API et le CREA a constitué une occasion propice afin de souligner que le rétablissement de la confiance entre les investisseurs et les différentes institutions administratives ainsi que la simplification des procédures, notamment à travers le guichet unique, constituent des facteurs permettant d'atteindre le but fixé en matière de multiplication de projets d'investissement. Journée africaine de la statistique ce 19 novembre. Le thème retenu cette année, soutenir l'éducation en modernisant la production de statistiques adaptées. L'ONS organise à l'occasion des portes ouvertes pour sensibiliser l'opinion publique à l'importance et au rôle des statistiques officielles. Une rencontre a été également organisée en présence du ministre des Finances. Aziz Faïd a salué les efforts fournis par l'Office national des statistiques dans le façonnement des politiques budgétaires et la planification des futures stratégies dans les différents secteurs. Dans l'actualité, le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, a présidé la cérémonie d'inspection de la corvette polyvalente Al-Fatih au quai nord de l'Amirauté à la base navale d'Alger. C'était à l'issue de sa participation à la 19e édition de l'exercice multinational Phoenix Express 2024 qui a inclus 12 pays en Tunisie. Yannis Saïd Belkacem pour le détail. Le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, a présidé la cérémonie d'inspection de la corvette polyvalente Al-Fatih au quai nord de l'Amirauté, à la base navale d'Alger, première région militaire. Les actions de cet exercice se sont articulées sur le renforcement de la coordination opérationnelle et la coopération conjointe entre les pays participants dans le domaine de la sécurité maritime, notamment la lutte contre les activités illicites telles que la piraterie, la contrebande et l'immigration clandestine. L'exercice a également permis un échange d'expériences en matière de sauvetage et de sécurité maritime afin d'améliorer la sûreté de la navigation en Méditerranée, en particulier dans la région sud. La corvette polyvalente Al-Fatih a pris part aux manœuvres maritimes comprenant des exercices pratiques d'inspection en mer, des opérations de sauvetage ainsi que des échanges d'informations via des centres d'opérations maritimes multinationaux. Cette opération concrétise l'engagement des forces navales algériennes à travers la contribution aux efforts internationaux pour renforcer la sécurité et la stabilité en Méditerranée. Elle traduit également la stratégie de développement des capacités opérationnelles et la disponibilité des forces navales pour faire face aux défis régionaux et internationaux. Santé novembre se teint de bleu pour sensibiliser autour des cancers masculins, notamment celui de la prostate, une maladie grave qui touche beaucoup d'hommes, mais qui peut guérir si elle est détectée suffisamment tôt, d'où l'importance du dépistage à partir de 40 ans. C'est ce que nous démontre le témoignage d'un malade en rémission approché par la Fhamouche. C'est le cancer le plus fréquent chez les hommes. L'adénocarcinome ou cancer de la prostate touche environ un homme sur 6. En Algérie, cette pathologie est souvent détectée tardivement, vers la fin de la soixantaine. Ce cancer, Mohamed a pu le vaincre en 2017 après avoir été diagnostiqué 3 ans auparavant. Aujourd'hui, Mohamed est en bonne santé. Personnellement, je n'avais pas de symptômes. Le cas la maladie, la radio, je n'ai l'âge. Un diagnostic à partir de l'âge de 45 ans ou de 50 ans, il faut le faire. Il faut le faire. Ça ne demande rien. Le patient, après lui avoir expliqué toutes les modalités thérapeutiques, il a préféré se faire opérer. Mais comme vous l'avez vu, il est, alhamdoulilah, il est bien rétentionniste, il retient ses urines et tout ça, etc. Et même sur le plan intime, etc., il arrive à régler ce problème en utilisant des traitements. Les spécialistes expliquent ce phénomène par la hausse, entre autres, de la moyenne de l'espérance de vie dans notre pays, estimée à 76 ans, et bien d'autres facteurs. Le conseil que je donne à tous mes frères algériens, etc., d'aller faire le dépistage comme une fois par an, etc., à partir de 50 ans, 55 ans. Si par exemple, il y a de la famille, il y a des cancers de prostate, il faut y aller un peu précocement, à partir de 45 ans, ou bien
il y a actuellement quelque chose qu'on est en train de travailler un petit peu sur l'oncogénétique. Surtout, c'est les familles qui font, par exemple, beaucoup de cancers du sein et cancers de l'ovaire. Là, leurs hommes doivent faire un peu, parfois, il faut faire, ce qui se fait actuellement dans le monde, faire de l'enquête oncogénétique. À la lumière des résultats, le médecin traitant pourrait diagnostiquer l'évolution de la maladie et les formes de thérapie auxquelles le malade doit se soumettre. Donc, ce que je dis à mes compatriotes, de faire un dosage de PSA, etc., de voir l'urologue, un toucher rectal et tout ça, et de là, on décide, soit c'est une hypertrophie bénigne de prostate, hyperplasie bénigne de prostate, là, on traite médicalement, tout va rentrer dans l'ordre, etc., ou bien il faut opérer, faire un grattage, comme on dit, c'est la résection endoscopique, etc., ou bien autre thérapeutique, ça, c'est l'adénome de la prostate, donc c'est bénin. Si c'est un cancer de prostate, là, on tombe sur une tumeur précocement, donc on la traite de façon curative et on n'a que de bons diagnostics. Les cas de cancer de la prostate connaissent une croissance inquiétante en Algérie avec plus de 1000 cas enregistrés annuellement. Le dépistage est essentiel à plus d'un titre car la maladie peut être traitée si elle est prise en charge à temps. À l'étranger, plus de 200 enfants ont été tués au Liban en 2 mois d'attaques sionistes contre ce pays. Le porte-parole de l'UNICEF dénonce l'inertie des pays en mesure de mettre un terme à cette violence. Les bombardements dans le sud et la banlieue de Beyrouth se poursuivent en parallèle d'une opération terrestre menée par les troupes de l'occupant israélien. Et c'est une guerre contre les enfants à Gaza, où pour reprendre la déclaration du chef de la diplomatie de l'Union européenne, les enfants sont les premières victimes de la machine de guerre sioniste. Une centaine de Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures. Dans l'enclave, un massacre a été perpétré au camp de Nusayrat à l'aube de ce mardi. Et la situation humanitaire est apocalyptique selon les Nations Unies. Le point par Yasmine Massourati. Rongés par la faim, épuisés, hérités par une attente interminable, ces Razaouis sont réduits à en venir aux mains pour obtenir une maigre pitance. Les boulangeries sont prises d'assaut par des milliers de personnes dont certains repartent les mains vides et le ventre creux. Une scène courante dans une région en proie à une crise humanitaire sans précédent. Je viens tôt le matin et je dois attendre jusqu'à 13 h pour obtenir un seul pain. Il y a une véritable crise de pain, de farine, une crise totale. Seul le quart de ceux qui sont là parviennent à avoir du pain. Les autres repartent bredouilles. Et certains n'ont droit qu'à un seul pain en 24 heures pour toute une famille. Depuis le début de l'agression, l'occupant sioniste utilise la faim comme arme contre le peuple palestinien. Les soupes populaires sont devenus le seul recours pour des milliers de familles qui en dépendent pour nourrir leurs enfants affamés. Heureusement qu'il y a les soupes populaires, sans quoi nous pourrions mourir de faim. Nous comptons sur les œuvres caritatives pour survivre. Face à cette situation, des Palestiniens ont observé des sit-ins devant le siège de l'UNRWA pour réclamer une aide d'urgence et l'ouverture des ponts de passage contrôlés par l'occupant sioniste, qui compte interdire les activités de cette agence onusienne et tuer de facto les Palestiniens à petit feu. Nous avons faim, nous parvenons plus à vivre ainsi. Nous réclamons le minimum de nos droits. Un seul pain, celui dont nous avons besoin pour nourrir nos enfants qui souffrent. Aujourd'hui, nous organisons cette manifestation pour revendiquer ce droit fondamental essentiel pour survivre. L'entité sioniste use de la famine comme arme de guerre, une arme tout aussi redoutable que les bombes et les roquettes. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.